Je m'appelle Camilo Bernal. Pour cette année de mémoire, j'ai décidé de travailler sur un sujet très particulier, celui des poules. Donc je commence avec mon mémoire, dans lequel je vais tracer l'importance et les différents rôles qu'a joué la poule tout au long de l'histoire dans l'humanité. Pour soulever cette question, j'ai décidé de travailler avec 7 objets que j'identifie, des objets qui sont importants dans le partage avec la poule, donc un mangeoire, une abreuvoire, un nichoir, un perchoir, une lampe chauffante et un poulailler. Et donc c'est des objets interface justement qui permettent d'échanger avec cet animal. Pour préparer justement, comme je l'ai dit, une chambre en plus, cette arrivée de cet invité spécial, j'ai décidé de pousser au maximum cette envie dont je m'accroche des expressions qui sont très ancrées dans la langue française, ma poule de luxe, ma poulette, et toutes ces expressions qu'on utilise dans les quotidiens. Et donc je vais faire un poulailler extravagant qui se représente par les matières justement que j'utilise et les ateliers avec lesquels je travaille, dont la manufacture des Sèvres, l'atelier François Passalunghi, l'atelier François Poinat, l'essai Yavé Maïsental, Pierre Savatier qui est un tourneur des bois, avec Anne Moussaïste également, et avec la poterie Ravel pour faire un abreuvoir. À chaque fois, ces objets, c'est un langage éclectique, du retrouvage entre une matière, un atelier et un besoin. Et donc chacun des objets répond aux besoins. Donc par exemple la porcelaine des Sèvres, elle a été choisie de par sa finesse, aussi par cette forme, j'utilise donc la coupe vieillard, qui est une forme très iconographique, mais ceci par le bruit très particulier qui produit la porcelaine quand la poule vient les picorer. Bonjour, je m'appelle Oxane Marcel. Pour mon sujet de mémoire, j'ai travaillé sur le rejet social et l'exclusion sociale et ça fait des années que je fais des maraudes et du coup j'ai décidé de m'intéresser à la question des sans-abri. Faire des maraudes, ça m'a vraiment permis d'apprendre sur les sans-abri, leurs besoins et surtout me sentir plus apte à répondre aux questions que je pose. Et au cours de ces rencontres avec les sans-abri, ça m'a vraiment permis de comprendre leurs histoires de vie et de me rendre compte de la richesse de leurs histoires et surtout de la fausseté des préjugés qu'on a à leur sujet. Un problème des sans-abri aussi, c'est leur invisibilité. Ils sont souvent qualifiés comme une masse et réduits à leur simple situation. Et on finit souvent par en oublier leur identité propre. Et donc j'ai souhaité créer un espace dans lequel ils peuvent venir s'exprimer, raconter leurs histoires, pour leur permettre de recréer du lien social, mais aussi et surtout de réduire les préjugés des personnes qui sont ancrées dans la société. Au travers d'un espace traité avec du polycarbonate, les personnes sans abri peuvent venir s'exprimer sans jugement physique, puisque le sens de la vue est le sens autour duquel le premier jugement se forme. Et donc j'ai souhaité réduire ce sens et de manière à modifier et à réduire son aspect discriminatoire. Une circulation est réfléchie au sein de mon cœur nomade, de manière à permettre que les sans-abri puissent rester anonymes, donc rentrer et ressortir par l'entrée anonyme, ou bien ressortir par le centre de l'édicule, de manière à rencontrer les personnes qui ont écouté leurs histoires. Donc pour ce projet de diplôme, je me suis intéressée à une thématique, celle d'habiter la forêt. J'ai toujours grandi à proximité de forêt, toujours eu un lien particulier avec elle. Et j'ai essayé de quitter pour ce diplôme mon regard urbain, mon regard habitué aussi à la ville, pour trouver au mieux les matériaux qu'on pourrait utiliser pour construire autrement. Ces matériaux qui sont en forêt, qu'on ne considère pas comme des matériaux de construction à proprement parler, je me les suis appropriés au fur et à mesure d'immersion, au fur et à mesure de découverte. Et j'ai construit une cabane que j'ai dédiée à ceux qui connaissent le mieux la forêt et à ceux qui savent le mieux l'habiter. C'est donc aux cueilleurs que j'ai décidé de dédier cette cabane, une cabane qui est une cabane du paysage, une cabane qui est une cabane comme une extension du sol qui nous repositionne, nous, dans la nature, non pas simplement comme des personnes qui vont se l'approprier, mais comme le début d'une collaboration, d'une diplomatie avec les autres habitants de la forêt. Cette cabane, toute petite à l'échelle du corps, qui fait 7,50 m sur 3,50 m,
est une cabane outil, une cabane du paysage, une cabane qui sera vouée aussi à disparaître et à revenir au sol. Elle est composée de branchages, d'éléments que l'on trouve là, en forêt, donc des branches toutes fines de saules et de noisetiers. Cet extérieur très très dense, très sombre, va contraster avec un intérieur en bois clair local qui reprend la filière du bois et va déployer dans l'espace deux éléments distincts. La première qui sera à l'ouest, c'est une cabane qui suit la course du soleil. À l'ouest, un outil de travail, un outil dédié aux cueilleurs pour récupérer la récolte. Et à l'est, toute une partie qui va être une partie comme une vraie cabane, une partie pour explorer sa propre intériorité et contempler la nature. C'est aussi un travail sur la structure, sur la charpente, qui est une charpente qui réinterprète la charpente traditionnelle de Chartreuse, donc avec une répétition de ferme qui va donner cette forme de colline qui va s'intégrer au paysage. Et cette charpente va aussi permettre à des outils de se déployer dans l'espace pour venir agrandir les possibilités et agrandir l'appropriation que vont en faire les cueilleurs. Par des systèmes de poulies, par des systèmes de roues qu'on retrouve aussi dans les fermes traditionnelles. Mais au-delà d'une cabane et d'un mode de vie simple, c'est aussi un questionnement sur l'art de vivre. Que serait un art de vivre en forêt ? Et cet art de vivre va se déployer aussi par des objets. Des objets simples pour vivre avec peu, notamment toute une collection d'objets en bois que je suis allée faire avec un tourneur de bois, le dernier tourneur de bois de Chartreuse, Pierre Scanavino, qui va en forêt pour récupérer lui-même du bois, les pires morceaux certains, mais qui ont à l'intérieur, quand on sait les sécher, quand on sait les tourner, des trésors de chez nous, avec un bois au veinage particulier composé de champignons et de moisissures qui se stabilisent. Et en plus de ces objets en bois, il va y avoir la présence d'une technologie discrète. On est sur une cabane sans électricité, sans eau courante, mais avec une lampe qui va faire comme une présence rassurante, une veilleuse, composée d'une matière extrêmement technologique qui s'intègre dans un environnement très naturel. Donc un tissu en fibre optique léger et rechargeable. Sur la cabane, une échelle aussi. Si la cabane est à l'échelle du sol et qu'elle s'intègre dans le sol, l'échelle qui la parcourt nous ramène aussi à une forme d'imaginaire pour se prêter à rêver en oiseau, prendre de la hauteur et rassemble encore une fois cet imaginaire autour de la cabane qui nous donne envie et qui nous fait redevenir enfant et qui nous ramène ce regard de curiosité qu'on peut avoir sur la forêt et sur la nature. Bonjour, je m'appelle Solène Kiger et mon projet s'intitule « Sous un nouveau regard, nos espaces domestiques ». C'est un projet qui parle de tradition, qui parle de souvenirs, qui parle d'esprit de lieu. C'est un projet qui met au centre de mon travail l'observation. En cherchant à mettre à profit l'observation dans nos actions, cela appelle naturellement à la conservation. Contemplant en détail ce qui fait un lieu, j'investigue le lien entre ce qui a été et ce qui sera. Cette maquette est une représentation littérale de l'espace qu'est ma chambre, un espace privé, banal, quotidien. À la manière de Rachel Whiteread, qui est une plasticienne anglaise et qui moule des objets pour montrer leur absence mais aussi leur présence, l'idée était de créer une maquette avec des objets comme ma lampe, mon porte-manteau, de les représenter littéralement afin de les fixer dans le temps et de leur donner une valeur. Dans un premier temps, j'ai fait toute une recherche d'observation, un inventaire sensible de cet espace qu'est ma chambre. J'ai tenté de regarder cet espace comme si j'y entrais pour la première fois. J'ai voulu observer chaque détail, chaque élément de mobilier, chaque objet, à l'instar de Xavier Demestre,
qui a dû rester plusieurs jours coincée dans sa chambre, moi j'ai fait le choix de m'y enfermer et de la regarder comme si c'était pour la première fois. Ces objets sont empreints de l'esprit de la maison. Ils ont été dessinés à la manière de collage. Ils sont composés de différents éléments que j'ai trouvés dans cette maison, de motifs, de textures, de couleurs. Ce sont des objets empreints de l'esprit de ce lieu. Bonjour, je m'appelle Camille Lachal. Mon mémoire s'intitule Loin d'eux, donc loin de chez soi, loin de ses racines, loin de ses repères. Et il traite en fait des notions d'enracinement, de déracinement, de culture et de voyage aussi, ainsi que d'appartenance et d'attachement à un groupe humain, à un territoire et à un lieu. Donc c'est des notions que j'ai abordées à travers des témoignages en fait de personnes rencontrées, des témoignages qui ont pris plusieurs formes, orales ou écrites. Donc avec la mémoire et les souvenirs de ces personnes-là, et aussi photographique. Donc la photographie, en fait, elle fait quelque part témoignage. Donc elle fait témoignage de personnes, de lieux, de territoires. Et donc j'ai travaillé autour d'une série de photographies anciennes, donc issues de vieilles diapositives appartenant à ma famille. Et donc cette série de photographies va venir alimenter ce mémoire. Je découvre un site abandonné à Sainte-Maxime, la Villa Massilia. Donc c'est une villa qui est abandonnée sur un site dans un grand parc en friche, en plein milieu des cactus, des pins parasols et des palmiers. Et donc on peut observer en fait que les ouvertures sont béantes, que une fois à l'intérieur, donc ces baies sans fenêtres viennent cadrer les paysages magnifiques de la Méditerranée. On observe donc les vestiges de ces anciens papiers peints, les couleurs, la matérialité qui était existante à cette époque, etc. Et donc je constate en fait une ruine sublime qui est ouverte sur son extérieur et qui porte les traces de son passé. Pour en fait accomplir le défi de restaurer sans détruire la qualité architecturale actuelle et la photographie et la photogénie incroyable de cette ancienne bâtisse, donc je réalise d'abord un inventaire photographique pour avoir une vision plus précise de ce lieu. Donc un inventaire qui est organisé donc, autour de l'extérieur, le rez-de-chaussée, le premier étage et ensuite le dernier étage. Et donc, je propose d'investir ce lieu tel qu'il est. Je décide donc de ne pas restaurer la villa en lui rendant une allure liftée, mais de magnifier sa désuétude sublime. Je la donne à voir en fait telle que moi j'ai pu la découvrir. Et donc comme un peu un arrêt sur image qui stoppe la dégradation en l'état, et ce qui m'incite donc à ne pas refermer ce lieu. Le projet magnifie l'existant, il montre et protège les qualités du lieu, ses traces, son histoire et lui offre un avenir. Et donc dans cet avenir, je propose d'y installer un lieu dédié à la photographie, un lieu d'exposition et de pratique de la photographie comme médium de l'expression de l'attachement à un territoire. Et donc la particularité actuelle de cette villa, comme je le disais, c'est donc vraiment le fait qu'elle soit ouverte sur son extérieur, qu'elle laisse passer l'air en fait, laisse circuler l'air en son intérieur qui est devenu depuis longtemps presque extérieur finalement. Et donc je propose un aménagement en son cœur, minimal et maçonné, qui floute la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Bonjour, je m'appelle Bella Jaffrenou. Je vais vous présenter mon projet du sujet libre que j'ai réalisé entièrement en céramique, puisque je pratique la céramique depuis une quinzaine d'années, donc ma pratique vient entièrement à mes études à Camondo. Donc j'ai réalisé, c'est vraiment une recherche de forme
en céramique des formes donc, géométriques, donc là, par exemple la sphère, le cylindre, le parallélépipède. Donc j'ai 8 formes géométriques que j'ai assemblées, additionnées, compilées entre elles et qui forment du coup d'autres figures. Voilà, donc c'était principalement une recherche sur la forme. La fonction venant dans un second temps sont tous des réceptacles décontenants. Donc on a 30 objets manifestes que l'on retrouve dans cet inventaire où on a plus de détails sur chaque pièce avec au début les deux photos de chaque pièce avec 2 points de vue différents et ensuite la 3D avec les dimensions et le collage. Donc ça a été vraiment, tout le processus de création a été plutôt à l'inverse de ce qui se fait puisque j'ai d'abord commencé le projet par la matière, en rentrant dans la matière, en réalisant tous les volumes. Et donc c'était assez instinctif finalement puisqu'il n'y a eu aucun dessin préalable. Et une fois que toutes les pièces ont été réalisées, j'ai fait toutes ces coupes qu'on peut voir, qui sont toutes les coupes des objets, que j'ai fait ça à la partie à l'ordinateur, la partie digitale. Et on comprend du coup les pleins et les vides de chaque objet. Voilà, j'ai émaillé du coup uniquement l'intérieur des pièces pour que ce soit utilisable, qu'on puisse mettre de l'eau à l'intérieur de ces pièces et pour qu'on ait aussi un contraste mat brillant entre extérieur et intérieur. Et une fois que toutes les pièces ont été réalisées, j'ai également fait tout un travail photographique avec plein de séries de photos différentes et où j'ai collaboré donc avec Stéphane Chapelle pour toute la mise en scène avec ces végétaux. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Marion Corbic. Pour ce dernier sujet, j'ai donc travaillé sur le domaine de la Bégude. Le domaine de la Bégude est installé depuis 2 siècles au cœur d'un panorama exceptionnel, surplombant la baie de Cassis. Des bâtisses remises en culture avec les célèbres restanques de Bandol permet au domaine de reprendre de son charme tout en gardant précieusement le témoignage du passé. C'est un site idéal pour faire écho à mon mémoire de la place du bois et de l'argile depuis le 19e siècle jusqu'à notre ère technologique. En choisissant ce lieu, le projet propose d'être joué comme une partition de musique à travers l'ampleur du domaine, une partition qui relie dégustation et paysages exceptionnels. Une promenade qui lie le restaurant du domaine à l'esplanade permet de restaurer un lien entre la production et la dégustation. Le projet du restaurant étant le début de l'intervention, renforce ce lien et permet d'être le point de départ d'une balade vers l'esplanade. Le vin au cœur de ce projet regagne son rang gastronomique. Enfin, l'intérieur du restaurant est ouvert de part et d'autre et continue le lien entre la production et la dégustation. Cette partition se poursuit parallèlement à la dégustation en plein air qui est installée sur le domaine à quelques minutes en vélo du bâti. Au départ du restaurant, on y récupère sa box et son vélo pour apercevoir les 30 hectares de vignes de part et d'autre du sentier permettant de découvrir un panorama exceptionnel conjuguant contemplation et dégustation. Le point de vue de l'esplanade prend place au milieu des vignes surplombant la baie de Cassis. Déguster un repas a toujours été un rituel hautement culturel pour beaucoup de civilisations. Au fil du temps, des codifications et des ustensiles ont été inventés et perfectionnés, transformant cet instant en véritable cérémonie, découvrant les secrets d'une tradition millénaire, convivialité et dégustation. Pour préparer son pique-nique, on apporte son repas concocté avec soin par un grand chef et on transporte ses assiettes dans une grande malle aménagée. Cette deuxième variation est le point final d'une partition qui harmonise point de vue et dégustation. Une harmonie qui traverse le paysage pour renforcer le lien entre le domaine de la Bégude et sa production. Donc bonjour, je m'appelle Coralie Desmoulins et je vais vous présenter aujourd'hui mon projet de diplôme, le hameau des Pesquiers. Donc c'est un projet qui s'implante en plein cœur de la presqu'île de Gien, sur la commune de Hyères. Un axe vertical très fréquenté, surtout en été, qui relie donc le centre-ville de Hyères à Gien au sud. Et le long de cette presqu'île s'installe depuis les années 1848 560 hectares de salins, et ainsi qu'un petit hameau qui accueillait du coup autrefois les familles ouvrières. Néanmoins, ces salins ont vu leur production cesser en 1995 et le hameau est laissé à l'abandon depuis.
Donc ce hameau qui accueillait autrefois, comme je l'ai dit précédemment, les familles des ouvriers et aussi l'administration. C'est un espace qui fait pivot sur la presqu'île. Il est construit en plein cœur d'une pinède de 20 hectares et il se situe sur un axe transversal non exploité aujourd'hui, mais qui relie les plages de part et d'autre de la presqu'île. Donc pour ce projet, je propose d'investir 6 des 12 bâtisses du hameau pour pouvoir profiter d'un panorama incroyable et admirer le dessin géométrique de ce lieu exceptionnel et riche d'une faune et d'une flore diverses. Je propose de tisser un lien dans ce paysage en reliant les plages, les salins et le hameau, en travaillant de l'échelle du paysage jusqu'à celle de l'architecture intérieure. Donc ce lien prend la forme d'une grande promenade ponctuée de points de vue, une promenade qui naît dans le hameau, au cœur d'un bâtiment, par la mise en place d'un grand escalier magistral. Une promenade dont la structure s'intègre pleinement dans le paysage en reprenant le langage plastique des ganivelles, ces petites barrières en bois qui retiennent les dunes de sable sur le site. Donc dans l'interstice entre deux bâtiments, c'est une architecture dessinée à partir de la trame cadastrale historique qui aménage déjà les lieux. Donc cette architecture reçoit un bar, c'est un espace convivial qui permet de faire le lien entre les bâtisses du hameau, mais aussi entre l'entrée et l'espace un petit peu plus reculé et plus intime des maisons ouvrières. Ces maisons justement qui sont elles aussi investies pour le projet et traversées encore une fois par la trame générale qui permet de dessiner l'espace intérieur. Elles reçoivent en résidence des artistes et des designers qui travaillent le sel comme matière première. Donc en travaillant à ces 3 échelles, le but de ce projet est bel et bien de redonner toute la valeur de ce patrimoine industriel, de le révéler, le patrimoine d'ailleurs tant architectural que paysager. Bonjour, je m'appelle Laura Valdiguier et donc pour mon projet je me suis intéressée au rapport des citoyens à leur ville et comment par la composition de la ville on n'était pas libre en fait de nos villes actuelles, on n'était pas libre de s'approprier l'espace tel qu'on le souhaitait. Et en fait de ce constat-là, de cette analyse de la ville complètement, de cet urbanisme étouffant que crée la ville, la composition de la ville, j'ai voulu imaginer un nouvel espace public, une nouvelle ville et un nouveau lieu où l'on peut venir. Donc une forme complètement libre par sa forme mais aussi par sa fonction et qu'en fait de cet espace sans programme et sans fonctionnalité prédéfinie on peut venir faire autre chose et donc de cet espace sans fonction, les habitants de la ville, des villes, de toutes les grandes villes en fait qui ont cette même problématique de la ville, de cet urbanisme étouffant, et ben, les habitants peuvent enfin venir pour s'approprier l'espace public et donner un nouvel espace pour les citoyens de la ville. J'imagine une ville volante, une ville dans le ciel, et qu'à partir de ces formes complètement libres, de ce départ de la ville au-dessus, de cette ville volante au-dessus des immeubles, et donc qui vient s'accrocher à cette urbanisme déjà existante, j'imagine une ville dans le ciel, donc une ville rêvée où en fait le rêve dans ma ville c'est de voler, le rêve de laisser place à l'imagination, à la créativité et donc à mon sens de l'imagination et de l'émancipation personnelle et collective. Et alors de cette ville dans le ciel, on descend d'échelle, on redescend à l'échelle de la ville par cette surélévation et que donc cette surélévation a des moments de la ville, que ça soit au-dessus de la rue, des immeubles, au-dessus de la route ou sur une place comme la place de la République, peu importe les temporalités de cette place, en fait cette structure viendrait, cette utopie viendrait s'adapter en fonction des usages et des besoins. Bonjour, je m'appelle Fleur Alex Sarag. Mon mémoire intitulé Un pas en avant, 2 pas en arrière traite du fait de partir de l'existant comme base de départ en excluant la possibilité de détruire ou de construire du neuf. Ceci à travers une architecture responsable, l'emploi de matériaux biosourcés et de réemploi.
Nouvelle Ère, qui est le projet sur lequel j'ai travaillé ce semestre, regroupe tous ces critères. Il naît de deux préoccupations environnementales, celle du réchauffement climatique et celle de la pollution liée à l'automobile, incitant les villes à créer des circuits de circulation douce et des zones piétonnes. La suppression de l'automobile invite à repenser les usages du parking. Je m'implante donc sur la place d'Armes, à Toulon, ainsi que sur le parking semi-enterré qu'elle surplombe. Ceci en travaillant sur le rafraîchissement climatique dans une ville où l'été brûle. Je m'implante donc sur la place d'Armes, qui aura des allures de parc végétalisé, mais également au -1, que l'on retrouve ici, qui deviendra des jardins partagés pour les écoles primaires et des emplacements de parking liés pour du coworking, des regroupements, du jeu comme une location de table de ping-pong, des pique-niques ou simplement pour profiter de la fraîcheur. Le niveau -2, quant à lui, conserve son usage de parking. Les poteaux présents au -1 organisent une trame qui sera un terrain de jeu dans lequel s'implanteront différentes structures, regroupant différents usages tels que la contemplation à travers des belvédères et des sauts de loup, des jeux à travers des mini-rampes, mais également des miroirs d'eau ou des brumisateurs, qui rejoignent également l'usage du rafraîchissement et de la sensibilisation grâce à des bassins de phytoépuration, des jardins partagés et du coworking. Je m'appelle Gustave Sagnier, je suis en 5e année, je vais vous présenter mon diplôme qui s'appelle CalCES. Donc mon projet part en fait de mon mémoire qui était une réflexion sur le design. En fait j'ai créé un monde, une métaphore imaginée du design, toute son histoire, et dans ce monde imaginaire, je fais traverser un personnage à la manière d'un roman initiatique, un personnage qui va se forger des convictions, évoluer, apprendre sur ce monde. Et dans ce monde-là, ce personnage qui réfléchit, qui va apprendre le design, va arriver dans une ville qui s'appelle CalCES, qui est une métaphore de nos villes, qui est à un moment qui peut être une métaphore du Londres du 19e siècle. Et cette ville-là, dans mon sujet libre, je raconte son histoire en objet. Donc je pars d'un point initial qui est une carte, où c'est un écosystème qui est en harmonie. Et le premier pas de cette civilisation qui arrive, qui pose le premier pied sur la plage, va créer un bouleversement. Et donc je raconte l'histoire de la cohabitation de cette civilisation dans l'île et l'histoire de sa cohabitation avec son environnement. Donc on commence par des pirogues, des huttes, et ensuite il y a un développement, l'arrivée de l'agriculture, l'arrivée du confort, et à chaque fois, les objets que je crée incarnent le rapport à l'environnement. Par exemple, on va ensuite arriver à l'âge industriel, et ensuite à ce qui pourrait être maintenant une mégalopole, et donc l'âge du développement le plus ultime dans nos sociétés. Il va y avoir une rupture, et cette rupture, en fait, cette rupture, c'est la rupture avec le vivant. CalCES aura tellement détruit ce qu'il y a autour d'elle, elle va devoir trouver une solution. Et donc la fin de l'histoire, c'est cette solution. Comment est-ce que CalCES a réussi à créer un lien avec le vivant qui est autour d'elle, grâce à la fabrication et au design. Donc bonjour, je m'appelle Jeanne Desmet. Mon projet pavillon d'été est parti d'une réflexion que je me suis faite tout le long de mon mémoire sur la relation qu'entretient l'homme avec l'air, et donc la relation psychique et physique qu'il entretient avec l'élément et à quel point l'élément est important pour l'humain. Et de cette réflexion en est sortie certaines limites de l'architecture sur lesquelles je me suis concentrée, et la limite qui m'a le plus intéressée pour ce sujet est l'architecture face au réchauffement climatique. On constate aujourd'hui que le réchauffement climatique, pour pallier à ça, on a des recours à des moyens de ventilation totalement artificiels qui réchauffent les extérieurs et qui nous font rentrer dans un cercle vicieux totalement absurde qu'il faut absolument cesser. Et donc pour ça, j'ai voulu faire au sein de Toulouse, sur la place du Capitole, un pavillon éducatif qui montrerait des manières de ventiler qui font référence aux architectures ancestrales et des moyens simples et passifs totalement éco-responsables. Donc pour ça, ce pavillon se présente de la manière suivante.
tout est pensé comme étant une petite machine et un petit écosystème respirant. Le vent est capté, il y a des parois filtrantes qui permettent de transformer l'air chaud en air froid et au centre de cet écosystème se trouvent des végétaux qui par évapotranspiration rafraîchissent le pavillon. On trouve aussi un système de brumisateur passif avec de l'eau qui déperle sur de la terre cuite de Toulouse, donc de la terre cuite pilée. Et par évaporation, cette terre cuite rafraîchit aussi l'espace. Et voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Jeanne Go et j'ai d'abord travaillé sur mon mémoire qui interrogeait la place des femmes dans la ville et comment finalement les hommes et les femmes ne profitaient pas de la ville de la même manière. On se rend compte que dans la ville, les femmes sont généralement en mouvement alors que les hommes sont beaucoup plus statiques. Ils sont d'ailleurs ceux qui utilisent le plus le mobilier urbain puisque dans 95% du temps ce mobilier-là est utilisé par des hommes. Et donc en m'intéressant à ce sujet-là, je me suis intéressée à la ville de Paris. Et forcément, Paris, c'est Haussmann. Et donc, j'ai étudié comment finalement ce qu'on vivait aujourd'hui pouvait trouver une explication dans la ville haussmannienne. Et donc, on se rend compte en effet qu'avant les grands travaux d'Haussmann, les femmes sont présentes dans la ville. Elles peuvent avoir des magasins, avoir pignon sur rue. Et peu à peu, avec l'arrivée d'Haussmann et de la création d'un nouvel ordre bourgeois, les femmes disparaissent de l'espace public. Et donc, j'ai cherché tout le long de ce mémoire à créer le lien sur ce qu'on vit aujourd'hui et cette époque-là. La deuxième partie de mon mémoire, c'était de travailler avec des femmes de mon quartier, donc du 18e, plus précisément du quartier de Pigalle, et d'aller faire une marche exploratoire, donc aller étudier le quartier, prendre en photo ce qu'on voyait, ce qui fonctionnait moins bien, et ensuite envoyer des propositions à la mairie. Et donc à la suite de ce travail-là, j'ai enchaîné sur mon projet libre, qui du coup se place au centre de Pigalle, sur le boulevard de Clichy, avec ce terre-plein central qui aujourd'hui est complètement délaissé. Il n'y a que quelques bancs très peu utilisés et quand ils le sont, ce sont par des hommes. Et donc l'idée c'était à travers une série d'installations de proposer un espace plus agréable pour les femmes. Évidemment si c'est plus agréable pour les femmes, c'est plus agréable pour tout le monde. Et donc j'ai travaillé avec cette idée qu'en surélevant ne serait-ce qu'une partie du boulevard, on augmentait considérablement ce sentiment de sécurité et de sécurité dans l'espace public. Voilà. Ah, j'adore. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Lou Aké de l'Épine et je vais vous présenter mon projet de diplôme qui est la synthèse de cette aventure à Camondo, la synthèse de mes passions entre l'espace et la narration. L'espace et la narration parce que depuis 5 ans à Camondo, je fais aussi j'ai une autre pratique, celle du théâtre. Je suis professeure de théâtre, metteuse en scène et performeuse. J'ai tout d'abord, à travers mon mémoire, travaillé la création du spectacle, une nouvelle manière de créer un spectacle, une manière de mettre l'espace et l'objet au centre de la création. Le théâtre de l'ordinaire quand la scénographie devient auteur. À travers ce mémoire, j'ai donc exploré les coulisses de la création d'un spectacle et à partir de là, j'ai voulu amener cette réflexion sur la scène pour mon sujet libre. Pour mon sujet libre, j'ai donc développé une performance que j'ai créée à partir d'un objet du quotidien, la chaise de collectivité, un objet ordinaire que vous avez ici. À partir de l'étude de cette chaise, donc faite de références dans les arts plastiques, dans les arts appliqués, dans les arts vivants, de rencontres avec des personnalités, des conteuses, des actrices, des reportages photographiques, des observations de scénographie, j'ai ensuite décidé de créer une performance qui me permettait de synthétiser cette réflexion sur la chaise, objet iconique du monde du design, mais aussi du monde du théâtre. Cette synthèse, elle a donc donné lieu à une performance que vous voyez ici. J'ai d'abord fait une maquette filmée de cette performance pour essayer d'établir la mise en espace de celle-ci. La mise en espace de la réflexion d'une performeuse autour de la chaise. Cette maquette filmée de la performance m'a permis d'établir des éléments nécessaires pour développer cette réflexion. Réflexion que j'ai décidée à rebours. Le spectateur observe une performance qui montre la création d'une chaise, mais à rebours. Je pars de l'image
l'image de cette chaise, image qui est presque la finalité aujourd'hui dans notre métier, pour ensuite découvrir ses matériaux, son encombrement, enfin son dessin et l'histoire, la réflexion qu'il y a derrière cette chaise. Le spectateur laissé face à un rideau noir. La chaise dessinée au scotch et dédessinée par la performeuse. Le rideau noir face au spectateur le laisse imaginer ses propres histoires avec cette chaise. Pour cette scénographie, j'ai donc dessiné une structure comme une structure monde pour la performeuse et la chaise. Une structure qui me permet de récupérer chacun des éléments nécessaires à cette performance. Un rideau blanc qui me permet de travailler en ombre chinoise l'image de la chaise. Rideau blanc qui permet notamment à la performeuse de venir emballer cette chaise pour découvrir l'encombrement de celle-ci. La chaise est ensuite démontée, accrochée à l'aide de suspension sur la structure. Le rideau noir à l'arrière de cette scénographie tombe, avec le dessin dessiné au scotch. La performeuse le dédessine et la performance est terminée. Cette structure faite en acier est entièrement démontable, transportable pour les festivals dans une petite camionnette et implantable dans n'importe quel lieu du moment qu'il fait nuit. Espace en extérieur, ou bien salle de spectacle, ou salle d'exposition. Après avoir traversé l'expérience du spectateur pour mon sujet imposé, les coulisses de la création avec mon mémoire et enfin la scène avec ce sujet libre, aujourd'hui je suis heureuse de dire que j'ai envie de continuer à manier l'espace et la narration en tant que designer performeuse. Bonjour, je m'appelle Fan Cheng. Donc je présente mon projet. Je vis déjà 5 ans en France et en parallèle avec mes études, je travaille aussi dans la pâtisserie. En travaillant l'expérience de la pâtisserie et le design, je trouvais une similitude entre ces deux mondes. Donc, qui m'a guidée de réaliser une assise parce que le moment de s'asseoir, c'est un moment de douceur, de détente, de pause. Et donc, je commençais mon projet par une série de croquis que je montrais ici, qui racontent le rapport entre la pâtisserie et la tapisserie. Ensuite, je peux développer toute une série de maquettes de tapisserie. Cette façon de travailler me permet d'associer les matériaux et les sensations. Donc, toutes ces formes me guidaient sur cette structure régulière qu'on peut trouver dans les pochages de la crème. Ensuite, ce structure qui me permet de réaliser toute une série de gammes de souplesse par rapport aux différentes formes d'assises qui nous a guidés sur le projet final, ce maquette des études. Ensuite, je réalisais les dessins en échelle 1 et aussi la collage pour la recherche des élaborations. Pour développer au final ces assises qui composent tous les processus de la pâtisserie qui commencent par une structure, ensuite les tissages, rembourrages et la glaçage au final. J'ai aussi réaliser tous les 3D qui composent différentes couleurs de tissus, donc qui peut associer par exemple avec les tissus qui est couleur jaune citron ou soit couleur chocolat, les différentes formes ici. Voilà, qui me permet de concevoir avec les différentes sensations.
Ensuite, j'ai aussi développé des autogrammes de soit les tables, soit des assises de l'extérieur. Dedans, c'est le tôle perforé qui a des formes de biscuits, donc ça donne en synesthésie pendant l'expérience de s'assise. Donc c'est une gamme qui peut se dialoguer entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Bonjour, je m'appelle Margot Falcoté. Donc je vais vous présenter rapidement mon projet Parole pour le sujet libre. Le sujet Parole, c'est une intervention dans la Villette pour parler de poésie, donc en 3 actes, un récital, des ateliers pour jeunes et une exposition. Tout ça en partenariat avec une manifestation poétique qui s'appelle le Printemps des poètes. Ce projet, il a été dans la continuité du mémoire qui parlait des marchés comme une pièce de théâtre spontanée et quotidienne. Donc les 3 collages que vous voyez ici, donc c'est les 3 architectures qui invitent justement à raconter la poésie d'une autre manière, plutôt abstraite, et qui invitent finalement à la rêverie. Toutes les maquettes que vous trouverez ici ont été l'appui justement des éléments graphiques que j'ai ensuite retravaillé beaucoup en croquis. Et donc j'ai aussi pensé à un recueil à la manière d'une édition avec toute la totalité des recherches en collage mais aussi en croquis. Et la forme circulaire était très importante aussi dans le projet pour justement invoquer le rassemblement que la Villette prône déjà et proposer une poésie un peu contemporaine, c'est-à-dire qu'on pourrait trouver de la poésie classique mais aussi de la musique parlée, pourquoi pas du rap, du slam. Et donc toujours l'idée aussi de signaler l'événement dans le parc de la Villette qui est très fort par son identité et du coup que le projet puisse quand même trouver sa place. Bonjour, je m'appelle Marine Pigeon. À l'occasion de mon mémoire de recherche, j'ai travaillé sur la boutique de la marque de luxe avec comme problématique principale en quoi la boutique de la marque de luxe est-elle un lieu d'expérience à part entière. C'est assez naturellement que j'ai décidé de m'implanter dans le contexte singulier de la ville de Toulon, une ville en pleine mutation à l'aube d'une renaissance et d'une reconnaissance qui lui a si longtemps échappé. À travers le projet La Villa en Ville et selon mes aspirations professionnelles, j'ai imaginé une 2e boutique pour la Villa Noailles en plein cœur de Toulon, au sein de l'ancien évêché, donc un lieu chargé d'histoire, joyau du patrimoine de la ville. Outre la boutique qui va rendre le lieu vivant tout au long de l'année, j'ai ajouté l'activité d'un café comptoir, qui permettra aux gens de se détendre. Donc celui-ci dessert aussi bien la place Paul Comte, qui est donc ensoleillée, qui se situe à côté de l'ancien évêché, tout comme le jardin d'hiver, qui se trouve dans la cour intérieure de l'ancien évêché. Donc c'est un véritable havre de paix par lequel on pénètre après avoir franchi le seuil d'un majestueux porche sur le cours Lafayette. Enfin, donc, ce café tisse un lien positif avec l'effervescence du marché qui se tient tous les jours devant l'ancien évêché. Et donc voilà, l'ancien évêché qui est un lieu chargé d'histoire, une succession de couches qui sont venues se poser les unes sur les autres.